Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommet. 48 007 candidats sont déclarés admissibles au premier diplôme universitaire, donc le baccalauréat session de juin 2023, soit un taux de 63,8%. Ces chiffres sont issus de la première délibération faite par l'Office du baccalauréat. Ce mercredi, c'est le département du littoral qui occupe la première place au plan national avec un taux d'admissibilité de 68,45%. Ensuite, très redouté par certains élèves, la proclamation des résultats des examens scolaires de fin d'année donne lieu dans le rang des candidats à des émotions et des réactions parallèles pendant que les admissibles exultent, les recalés accusent le coup. Comment un candidat doit-il gérer l'échec après un examen? On va le savoir dans cette édition. Depuis quelques jours, le prix de l'essence frelaté à Pelekpayo a baissé à la station comme chez les revendeurs du secteur informel. Le prix de l'essence est identique, une situation qui n'a pas inversé la tendance observée sur les différents lieux d'approvisionnement en carburant. Pourquoi ce statu quo dans les habitudes des usagers? On va le savoir dans ce 13h au Bénin. Et voici pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez en bref et en images, le Bénin s'est réveillé aujourd'hui avec l'annonce de décès du professeur Roger Gbéonvi, ancien ministre de l'alphabétisation sous le régime du président Boni Yayi. Selon des proches que nous avons contactés, le ministre serait victime d'une chute dans les escaliers dans sa maison à Ouida. Il est connu pour être un intellectuel de haut niveau, amoureux des lettres et de l'histoire, un grand défenseur des langues locales. Roger Gbéonvi, au-delà de sa passion pour l'éducation, était aussi président de l'ONG Transparency Bénin. 48 007 candidats sont déclarés admissibles au premier diplôme universitaire, donc le baccalauréat session de juin 2023, soit un taux de 63,08%. Ces chiffres sont issus de la première délibération faite par l'Office du baccalauréat ce mercredi 12 juin. C'est le département du littoral qui occupe la première place au plan national avec un taux d'admissibilité de 68,45%. Et la lanterne rouge est tenue par le département des collines avec 52,49%. Voici un extrait de la première délibération. Cette année, nous avons eu comme inscrits 77 564 candidats. Étaient présents 76 104. Admissibles 48 007. Taux de réussite, 63,08%. Dans la Liborie, nous avons le taux de 53,66%. Dans la Takora, 55,10%. Dans l'Atlantique, 69,41%. Borgou, 57,23%. Colline, 52,49%. Koufo, 63,17%, Donga, 53,24%, Littoral, 68,45%, Mono, 63,21%, Ouémé, 63,30%, Plateau, 56,87%, Ezou, 64,72%. Ce qui donne vraiment le taux que nous avons cité. Je crois que nous pouvons encore mieux faire, mais c'est déjà un bon pourcentage. Absolument, c'était à l'instant le directeur général de l'Office du baccalauréat. Je vous l'annonçais en titre, très redouté par certains élèves. La proclamation des résultats des examens scolaires de fin d'année donne lieu dans le rang des candidats à des émotions et des réactions parallèles pendant que les admissibles exultent de joie. Les recalés accusent le coup. Comment un candidat doit-il gérer l'échec après un examen? La réponse dans ce reportage. Échouer à un examen. C'est une situation dans laquelle aucun candidat ne souhaite se retrouver. Dans notre société où la réussite est souvent mise en avant, l'échec peut sembler être un obstacle insurmontable. Certains candidats aux divers examens passent par des émotions et des moments difficiles face à un échec qu'ils ont du mal à canaliser. L'échec n'est pas toujours mauvais dans notre vie. Parfois, c'est que la nature ou le destin nous réserve un bon plan.
L'échec est formateur, dit-on. Et lorsqu'on a échoué à l'examen, la première des choses, c'est de relativiser l'échec. On a échoué parce que certainement, il y a eu des situations d'apprentissage dont on n'a pas eu la maîtrise. Reconnaître ses erreurs et apprendre de ses échecs est une étape fondamentale dans la gestion de l'échec. Cela nécessite une réflexion honnête sur ses propres faiblesses et une volonté de les améliorer. Il faut que le candidat accepte son résultat. Il y a des candidats qui jusque-là n'acceptent pas le résultat. Et il faut d'abord accepter pour pouvoir digérer. Je me répète, il faut d'abord accepter le résultat pour pouvoir le digérer. Donc nous n'allons pas nous précipiter vers dire il faut l'accepter, c'est la vie, machin. Est-ce qu'il reconnaît d'abord qu'il n'a pas eu son examen? Il faut faire le bilan et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Aller chercher son relevé de notes pour mieux évaluer les performances au niveau de chaque matière dans laquelle on a été évalué à l'examen. Et puis se dire que l'échec de cette année, certainement qu'il a un sens parce que la réussite ne nous aurait pas forcément arrangé. Il urge de le déplacer, il faut le déplacer. Et c'est déjà pendant les vacances qu'on doit commencer par envisager cette réflexion. Le soutien social est également essentiel lorsqu'il s'agit de surmonter un échec. Que ce soit des amis, des membres de la famille ou des professionnels, avoir quelqu'un à qui parler peut offrir des encouragements et faire toute la différence. Les parents doivent accompagner les enfants. Et ce n'est pas le moment de les abandonner parce que si les enfants avaient atteint une certaine maturité, ils auraient compris les conseils que les parents leur donnaient. Donc c'est parce qu'il y a peut-être encore un jeune âge qui les tourmente, il y a peut-être une nonchalance, une négligence, une ignorance au niveau des enfants que cela est intervenu. Donc les parents doivent rester comme des veilleurs, comme des éclaireurs. L'enfant est déjà sous ce choc, il ne faut pas lui compléter davantage. Et si vous ne pouvez pas lui faire d'abord un petit pansement émotionnel, ne commencez pas par lui mettre des idées, pas le juger, le critiquer. Non, ce n'est pas le moment. Il est important de se rappeler que réussir n'est pas toujours une ligne droite. En reconnaissant ses émotions, en apprenant de ses erreurs et en s'entourant de soutien, le candidat peut transformer l'échec en une opportunité de croissance et d'épanouissement. Le ministre des Affaires étrangères a fait le point des 2 rencontres d'intégration sous-régionales auxquelles le Bénin a participé en ce début du mois de juillet. Il est revenu en détail sur les conclusions du sommet extraordinaire de l'UEMOA et du sommet ordinaire de la CEDEAO tenu à Bissau, en Guinée-Bissau. Au cours des travaux, le chef de l'État béninois a suggéré l'introduction de réformes au sein de l'Union économique et la commission a été instruite pour y réfléchir à la CEDEAO. Patrice Talon fait partie du trio de chefs d'État devant conduire dans 60 jours les propositions de mesures de la communauté contre l'ampleur de la menace sécuritaire dans l'espace. Le point a été fait ce mercredi par le ministre des Affaires étrangères à Cotonou. Olusegun Bakary est revenu sur la réintégration du Mali dans les instances dirigeantes de l'UEMOA. On l'écoute au micro de William Cliquant et d'Héron Prévi. L'objectif principal, c'était d'avoir une revue globale de la situation de notre zone monétaire. Vous savez que cette zone elle est importante parce que c'est la monnaie que nous partageons en commun avec les 8 autres pays, en fait les 8 autres pays pardon, de l'UEMOA. Les chefs d'État ont eu des rapports, en fait, une analyse globale de la situation économique de l'Union et la conférence est notamment félicitée de la résilience de nos économies, des économies de la zone dont le taux de croissance est prévu aux alentours de 7% pour 2023 et a également pris note des multiples efforts déployés par les États membres pour préserver le pouvoir d'achat des populations face au renchérissement en fait, des coûts des produits alimentaires. Une décision importante en fait, qui a été prise par la conférence des chefs d'État, c'est celle de la levée de la suspension des organes et institutions de l'UEMOA qui pesaient jusqu'à présent sur le Mali. Donc les chefs d'État ont décidé que le Mali réintègre pleinement les institutions, les différents organes en fait, du l'UEMOA. Je pense que c'est un point important. En ce qui concerne les réformes, parce qu'il y avait un certain nombre de discussions autour de réformes autour du fonctionnement en fait, de nos instances, le président de la République
le président Patrice Talon a défendu et a porté auprès de la conférence des chefs d'État la nécessité pour nous aujourd'hui, après un certain nombre d'années de fonctionnement, de pouvoir revoir et harmoniser en fait le fonctionnement et les textes qui régissent notre union. Il a été demandé au président de la Commission et aux différentes instances de la Commission de faire un travail de toilettage et d'harmonisation de nos textes. Et le dimanche, il y a eu le sommet ordinaire de la CEDEAO. Le premier point, c'est sur les défis sécuritaires. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un des principaux challenges que nous rencontrons dans la sous-région aujourd'hui. Et donc, de ce fait, il a été décidé par la conférence des chefs d'État de mettre en place une troïka présidentielle constituée des présidents général Ambalo de Guinée-Bissau, du président Bola Ahmed Tinubu du Nigeria et du président Patrice Talon du Bénin. Cette troïka présidentielle va travailler et revenir sous 60 jours avec un plan d'action concret sur la question de la monnaie unique, qui est une question également importante. Les chefs d'État ont pris acte du fait que nous avons connu un certain retard dans la mise en œuvre de cette monnaie commune. La conférence des chefs d'État a décidé de confier la présidence au président Bola Ahmed Tinubu, qui est donc désormais le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Direction Porte-Nouveau à présent, activité du Parlement. Le ministre de la Santé, Benjamin Rongpatin, était ce mercredi à la barre du Parlement pour répondre aux questions des députés sur la qualité des prestations au CNHU Ubemaga de Cotonou. Suivez ici au micro de Emma Rodonou la quintessence des réponses livrées par le ministre de la Santé à cette occasion. Par rapport aux dialyses, je l'ai dit, ce n'est pas parfait. Nous avons tous des dialysés dans nos familles. J'en ai, vous en avez. Et nous souffrons de leur situation. Aujourd'hui, le gouvernement a fait un effort incommensurable pour pouvoir mettre des appareils de dialyse ouverts, neufs, au niveau de ces hôpitaux pour déjà casser le coût de la dialyse. Quand on a des appareils ouverts, le coût des kits diminue. Et on diminue le coût déjà de la dialyse. La deuxième chose, nous visons loin, nous regardons de l'avant. Et c'est pour ça que le programme, pour pouvoir mettre en place l'autogreffe, c'est-à-dire que vous avez un cousin qui est compatible, le cousin vous donne un rein, et on vous implante ça. Et avec ça, votre qualité de vie est améliorée. Vous ne serez plus dialysé tous les jours, toutes les semaines, 2 fois. Mais vous vivrez avec un rein d'un parent, d'un apparenté, avec quelques médicaments pour pouvoir garder ce greffon-là. C'est ça que le gouvernement vise pour le futur. Je vous en prie, nous travaillons pour le futur. Des efforts sont faits. C'est vrai que nous souffrons aujourd'hui, mais le gouvernement est en train de travailler pour que ça puisse s'améliorer. Pour ce qui concerne le service de la réanimation, ce qui est fait aujourd'hui, c'est que on n'a plus de garde malade. Lorsque le patient vient en réanimation aujourd'hui, il fait un dépôt de 200 000 francs. Qu'il peut même échelonner sur des jours. Et l'ensemble du service est offert. On n'a plus à se casser la tête, donner des ordonnances, parce que des fois, ils disparaissent pendant des heures à la recherche du médicament. Aujourd'hui, tous les soins sont offerts à l'intérieur du service par les médecins et après, de façon journalière, le point de ce qui est fait est récapitulé pour que les parents puissent solder au fur et à mesure. Et lorsque nous avons des situations où les parents n'arrivent pas à solder à la fin, on ne les garde plus. On voit avec eux, lorsqu'ils ne sont pas indigents, on voit avec comment ils peuvent échelonner le paiement pour ne pas les garder otages des hôpitaux. Le chef de l'État a donné des instructions fermes par rapport à ça. Et nous nous attelons à devoir les mettre en œuvre. Et nous voulons lancer un appel à la population pour nous accompagner. Que ce ne soit pas vraiment une porte ouverte pour chaque fois dire qu'on n'a pas les moyens et l'hôpital s'endette et la qualité des services qu'on veut offrir va s'en ressentir. Pour ce qui concerne les questions liées à l'électricité, des efforts sont faits. Là, actuellement, en dehors de ce que les hôpitaux font pour acquérir des groupes électrogènes,
il y a des acquisitions de façon globale de groupes électrogènes qui sont en cours pour faire en sorte que les hôpitaux, chaque hôpital, avec un dimensionnement précis de sa capacité, son besoin, puisse disposer des groupes électrogènes pour pouvoir prendre le relais lorsque l'énergie électrique du réseau conventionnel est perturbée. Pour la question des ressources humaines, je suis médecin. Pour ceux qui me connaissent, je suis gynécologue obstétricien. Mais j'ai honte. J'ai honte de ce qui se passait dans ce pays. J'ai honte du fait que des collègues rentraient dans l'hôpital, garaient leur véhicule, sortaient par une autre porte, prenaient un Zimmédian et allaient dans une clinique. Et les malades, nos chères populations venaient à l'hôpital et ne trouvaient aucun médecin. Lorsqu'on vient, on les oriente pour dire allez le voir dans telle clinique. Le gouvernement a pris la décision salutaire de suspendre pour le moment l'autorisation des exercices privés pour les agents du secteur public. Et nous l'assumons totalement. Ça a permis de contenir les agents de santé dans les hôpitaux et faire en sorte que les populations puissent trouver ces agents là où il faut. Et je voudrais profiter pour dire que le gouvernement, au-delà de ça, a lancé vraiment un vaste recrutement. 1450 agents recrutés en 2021, près de 1000 en cours de recrutement en 2023. Et en dehors de ça, nous avons un programme dénommé un programme de préinsertion des jeunes médecins, des jeunes infirmiers, des jeunes sages-femmes qui viennent de sortir. 100 infirmiers, 100 sages-femmes et 100 médecins chaque année seront enrôlés dans le programme de préinsertion. Ces jeunes vont gagner des salaires qui sont très intéressants. Et à la suite justement des réponses du ministre de la Santé sur la question de la qualité des prestations du CNHU et qui a suscité différentes réactions, je vous invite à suivre à présent, bien entendu, la réaction de quelques députés du bloc républicain, du parti Les Démocrates et bien sûr les députés de l'Union progressiste Le Renouveau, toujours au micro de Emma Rodono. Merci, Monsieur le Président. À la suite du président Hassan, je voulais saluer le gouvernement pour cette embellie qui saute aux yeux de tous et que l'on remarque. Et anticiper mes félicitations pour ce qui est en train d'être fait à Calavi, parce que par curiosité du citoyen, j'ai été déjà voir et ça augure du beau, du bon pour le pays et il faudrait pouvoir le dire, le reconnaître. Mais quand j'ai fini de dire ça, Monsieur le Président, je me demande si cette embellie n'est pas aussi valable pour les Béninois de l'intérieur, notamment ceux de la Donga. Monsieur le Président, ma jeunesse a été bercée par la télévision togolaise. Aujourd'hui, les populations de la Donga se retrouvent dans les hôpitaux de Kara et de Mangou. Lorsque, dans une vie récente, j'étais maire de la commune de Djougou, à l'occasion de la tournée administrative du chef de l'État, j'avais dit que je ne souhaitais pas tomber malade une fois à Djougou ou dans la Donga parce que je n'étais pas sûr que ce ne soit pas la loterie qui décide de mon sort. Les centres de santé au niveau de la Donga posent problème. Monsieur le ministre, nous souhaiterions que cette embellie qu'il y a au niveau du CNHU soit contagieuse et que, à l'intérieur du pays aussi, les populations puissent sentir que quelque chose est en train d'être fait. Parce que je ne trouve pas bien que jusqu'à présent, nous n'ayons pas de cardiologue dans la commune de Djougou, une commune de plus de 300 000 habitants. Le chirurgien, c'est problématique. Ce sont des questions que nous abordons souvent en privé avec le ministre, mais je ne peux pas trouver cette occasion pour ne pas appuyer mon cri de détresse et dire que je souhaite que cette embellie-là puisse aussi descendre à l'intérieur du pays. La preuve, lorsque vous avez dit les efforts qui sont en train d'être faits par rapport à la prise en charge des dialysés, j'ai vu les déserts médicaux. C'est le Mono et le Koufo et la Takora Donga. Rien n'est prévu pour ces deux départements-là. Pourquoi? Merci, Monsieur le ministre. Et pour finir, je dirais que je suis conscient que les choses se feront à leur rythme, mais il serait bien que tous les Béninois aussi puissent avoir les avantages de l'embellie. Monsieur le ministre, les dialysés meurent tous les jours dans notre pays. J'en ai perdu il y a 2 mois. 2 dialysés.
qui n'ont rien. Et toutes ces dépenses reposent sur nous, principalement moi. Mais des gens qui ne sont pas bien entretenus, comment un dialysé peut quitter l'Ocosa dans ces conditions, venir faire dialyse à Cotonou, repartir, revenir, demander à un parent, un cultivateur, de dépenser 1 million de francs sur un dialysé, voire 200 000 francs par semaine. Mais parfois, ils demandent même la mort, vaut mieux mourir que de vivre. Monsieur le ministre, rien n'est encore fait par rapport au dialysé. Je vous avais vu par rapport à ça, je ne cache pas mes mots. On a eu à intervenir, on a eu à échanger, mais j'ai le cœur enragé parce que les gens souffrent. Les dialysés souffrent. Monsieur le ministre, vous savez bien que ça ne va pas au CNHU de Cotonou. Et pourquoi cacher cela au peuple? Les derniers épisodes développés au CNHU de Cotonou en disent long. Avec seulement une panne d'électricité, plusieurs morts de patients aux urgences. Beaucoup d'autres pannes d'électricité surviennent et des patients meurent et cela se passe sous silence, vous le savez. Les brûlés du drame de Dassa sont presque tous décédés. Mais on vient nous dire que tout va pour le mieux. Ce n'est pas juste. À la limite, cela frise un mépris pour la santé des Béninois que nous sommes. Je remercie le gouvernement pour les réponses apportées, mais j'avoue que ces réponses ne m'ont pas convaincue quand on sait que beaucoup de cas de blessés suite au drame de Dassa et du camp militaire de Tofor ont déjà montré les limites du plateau technique du CNHU. Je salue le gouvernement pour les efforts d'amélioration continue de la qualité des prestations au CNHU, surtout l'amélioration du plateau technique. Je me rappelle, il y a quelques années, les Béninois devraient, pour certains, se rendre à Lomé pour l'IRM. Aujourd'hui, il y a au niveau du CNHU l'IRM. Je voudrais saluer le gouvernement, surtout pour l'amélioration de la qualité au niveau des urgences. Aujourd'hui, tout Béninois de bonne foi sait qu'au CNHU, ça s'est amélioré. Tous ceux qui, dans ce pays, ont connu le CNHU il y a quelques années, qui l'ont fréquenté et qui le fréquentent aujourd'hui, faire preuve de bonne foi, ne diminue rien en nous, ça s'améliore. Monsieur le ministre, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nos enfants qui sont formés comme infirmiers adjoints chôment, alors que le besoin se fait sentir dans les centres de santé d'arrondissement et de village, s'il ne peut pas venir au CNHU. Les médecins, là, ils ont commencé par fuir le pays, même les généralistes, il faut faire attention. J'ai discuté avec des uns, il paraît que pour la dernière promotion, il y en a 10 qui sont partis à l'étranger. On risque d'avoir des problèmes. Et justement, voilà donc la réaction des députés suite aux réponses données par le ministre de la Santé sur la prestation des soins au CNHU de Cotonou. Et pour finir, depuis quelques jours, le prix de l'essence frelaté appelé Payo a baissé à la station comme chez les revendeurs du secteur informel. Le prix de l'essence est identique, une situation qui n'a pas inversé la tendance observée sur les différents lieux d'approvisionnement en carburant. Pourquoi ce statu quo dans les habitudes des usagers? Élément de réponse dans ce reportage. 650 francs CFA, c'est le prix pour se procurer un litre d'essence à la station ou encore chez un vendeur de contrebande situé aux abords des rues de Cotonou. Si l'affluence était à son paroxysme dans les stations il y a encore quelques semaines, la tendance a foncièrement baissé depuis ce week-end. Fini les longues files d'attente interminables. Désormais, on est plus vite servi, comme nous le raconte ici cet usager. Je me suis pas vite servi, ça s'est bien passé. J'espère que ça continue comme ça. Avant, qu'est-ce qui se passait? Avant, il y avait des files, il y a du monde. Et là, actuellement, bon, j'étais le seul à prendre avant que les gens ne me suivent. La migration massive des habitants de la ville de Cotonou dans les stations d'essence durant ces dernières semaines
s'explique par la flambée du prix de l'essence de contrebande à 800 francs CFA le litre. Cette inflation du prix de l'essence provoquée par la suppression des subventions aux hydrocarbures au Nigeria a constitué un choc colossal pour ce secteur. Malgré la baisse du prix à 650 francs, le secteur peine à se relancer et les chiffres d'affaires ont chuté. Avant que cette flambée de prix n'arrive, nous on vend au prix bas par rapport à la station. Par exemple, 425. Donc avec cette différence par rapport à la station, fait que nous on vend beaucoup, plus que la station. Et malgré qu'aujourd'hui nous vendons au même prix que la station, nos clients ne viennent plus comme auparavant. Pour Henri Assogwa, président de l'association des vendeurs d'essence du secteur informel, la tendance actuelle du marché s'explique par la nouvelle dynamique insufflée par l'État béninois au secteur des hydrocarbures. Vous avez vu ces derniers temps que les clients sont un peu rares dans les stations. Ce n'est pas qu'ils sont de retour, c'est à cause des stations, des milliers de stations, sinon des centaines de stations que le président Patrice Talon a construites. C'est ça qui a fait que vous avez constaté qu'il n'y a pas assez de clients vers les stations et vous avez cru qu'ils sont de retour vers nous. Non, on a la mévente parce que du fait qu'on est au même prix que les stations de service, les clients préfèrent aller se ravitailler vers les stations de service. Pour certains consommateurs, même si le prix est identique des deux côtés, la station reste l'option prioritaire, en tout cas pour l'instant. Comme il n'y a plus une différence entre station et essence frératée, là, on est obligé de nous stationner à la station. Donc vous ne voulez plus revenir vers vous? Non, si le prix abaisse chez ceux de essence frératée, nous on revient à la base. Tout le monde cherche là où on va trouver un plus, non? En attendant une nouvelle baisse du prix chez les vendeurs de contrebande, le secteur informel continue de perdre des clients. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13 Europe Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.